Comment faire accepter sa différence aux autres? Ce sont les questions que pose bien évidemment le reportage que vous venez de voir. Ce sont les questions auxquelles vont tenter de répondre nos deux invités qui sont ce soir avec nous, les deux acteurs, Peter Radke et Emmanuel Laborie. Tout de suite leur portrait. Malgré une maladie des os, Peter Radke, né en 1943, échappe à l'élimination des nazis. Toute sa vie, il luttera contre la discrimination dont sont victimes les handicapés. Acteur dramatique, il se produit depuis 10 ans sur les scènes internationales. Aujourd'hui, il dirige à Munich le groupe de recherche sur les handicapés dans les médias. Il présente aussi une émission à la télévision. Emmanuel Laborie, actrice de cinéma et de théâtre, n'a que 23 ans. Mais elle est déjà au sommet de la gloire en 1993, lorsqu'elle obtient un Molière pour Les Enfants du Silence. Sourde de naissance, mais pas muette, elle préfère s'exprimer dans le langage des signes. Peter Radke, guten Abend. Bonsoir Emmanuel Laborie. Merci d'être avec nous dans ce théâtre, qui est un lieu dans lequel vous êtes tous les deux tout à fait à l'aise, puisque vous êtes tous les deux comédiens de théâtre. Vous avez choisi le théâtre comme profession. C'est un lieu tout à fait exceptionnel ici à Berlin en Allemagne, qui fait partie justement de toutes ces institutions où acteurs handicapés et non handicapés essayent de travailler ensemble et de créer donc des pièces de théâtre. Alors, Peter Radke, on l'a vu dans votre portrait, pourquoi et comment êtes-vous devenu acteur de théâtre? Pourquoi? Eh bien parce que dans ma famille, j'ai quasiment grandi avec le théâtre, puisque mon père est acteur. Mais évidemment, je n'aurais jamais imaginé me retrouver moi-même un jour sur scène, et surtout en tant qu'acteur professionnel. Et j'ai eu la chance de travailler avec Georges Tabori, le célèbre metteur en scène hongrois, à Munich. Je suis ainsi entré dans les Kammerspiele de Munich et depuis lors, je suis acteur. Actuellement, je travaille au Burgtheater de Vienne. Vous vous sentez limité comme acteur de théâtre? Est-ce que vous pensez que les autres vous limitent? C'est-à-dire, est-ce qu'ils voient en vous un acteur handicapé? Limité? Non, personnellement, je ne me sens pas limité. Mais bien évidemment, on me limite. Moi, j'imagine tout à fait pouvoir jouer un rôle qui passerait bien. Je suis sûr que le public marcherait, mais les décideurs, les responsables ne me font pas confiance. Par exemple, ils ne me laisseraient pas jouer un rôle comique, imaginant qu'un handicapé doit forcément jouer des rôles tragiques. Il ne faut pas se moquer des personnes handicapées, n'est-ce pas? Il y a des limites, mais plutôt chez les autres, chez les responsables, que chez moi-même. Alors vous aussi, Emmanuel Laborie, vous êtes actrice. Pourquoi est-ce que vous êtes venue au théâtre? C'est un petit peu un miracle, un hasard. Moi, j'ai suivi une formation théâtrale dans le centre culturel des Sources. Et dans ce centre-là, d'ailleurs, que j'ai appris la langue des signes. Et j'avais donc 9 ans quand on m'a proposé de participer à un stage d'expression corporelle. On travaillait sur les masques, sur la mythologie grecque, par exemple. C'était pas vraiment du théâtre. Mais on avait eu envie, avec ce groupe d'enfants, de présenter des petites pièces, des petits sketchs. Et pour moi, j'ai découvert un autre langage, une relation aussi avec le public qui m'a extrêmement motivée. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes une actrice donc connue, avec du succès. Est-ce que vous pensez que ce succès est dû au fait que vous êtes uniquement une bonne actrice, ou bien qu'il y a un petit peu un autre côté, un côté un petit peu voyeur? Je crois pas. Je crois que tous les sourds peuvent pas être comédiens. C'est vrai qu'effectivement, il y a des sourds comédiens depuis de nombreuses années, mais ils n'ont jamais été reconnus. C'est vrai que moi, je suis pour l'instant la seule à être reconnue en France. Pourquoi en ce moment? Pourquoi pas avant? Pourquoi moi? C'est difficile à dire. C'est vrai que en France, il y a des cultures... c'est vrai qu'il y a une culture très cosmopolite, il y a beaucoup... C'est quand même un pays de terre d'accueil qui reçoit beaucoup d'étrangers. Je crois qu'il y a un respect vraiment des cultures de chacun, des cultures spécifiques, des religions aussi de chacun et des langues de chacun. Et peut-être c'est pour ça aussi que j'avais envie de présenter mon identité et ma langue. Parce que je suis un peu comme une étrangère, moi, dans mon propre pays. Et c'est vrai que c'est peut-être nouveau pour les entendants de découvrir ce monde. Peut-être qu'ils ne voulaient pas le voir avant, ou qu'ils ne savaient pas que le monde des sourds existait. Et c'est vrai que c'est un monde qu'ils découvrent maintenant. Et j'en profite effectivement pour vous dire beaucoup de choses.
Vous vous sentez limité, comme Peter Radke, certaines fois, c'est-à-dire non pas parce que vous désirez vous, mais ce que les autres désirent éventuellement pour vous? C'est vrai que moi, je me rappelle justement quand on a commencé Les Enfants du Silence, donc je joue le rôle de Sarah, qui est une jeune fille sourde, et les journalistes me disaient, mais quel va être votre avenir? Quel rôle allez-vous pouvoir jouer? Et c'est vrai que les gens se posaient vraiment beaucoup de questions par rapport à mon avenir. Moi, je dis que je peux jouer énormément de rôles, mais c'est vrai que peut-être que les gens avaient peur des défis, avaient peur d'oser, de proposer des personnages, avaient peur de travailler ensemble. Et moi, je dis que je peux jouer même des rôles d'entendante. Je peux jouer des rôles de personnes autistes, de personnes muettes, de personnes qui ont des difficultés à s'exprimer. Justement, là, je vais jouer bientôt Antigone. C'est Antigone de Sophocle. Pour le Festival d'Avignon, c'est pas du tout un personnage de sourd. Et pourtant, je crois, c'est pour ça que le regard des gens évolue, la mentalité évolue aussi. La mentalité des entendants évolue beaucoup. Vous avez le même sentiment, Peter Radke? Le monde change, le regard que l'on a sur vous, sur Emmanuel Laborie change, et finalement, il y a moins de barrières dans l'évolution de votre carrière, par exemple. On vous propose plus de choses intéressantes. Ma vision est un peu moins optimiste, car je constate que, en commençant il y a 10 ans, j'avais un peu l'espoir qu'on retrouverait davantage d'acteurs handicapés sur les scènes normales, entre guillemets. Et pourtant, malgré tout, dans le monde germanophone, je reste, même aujourd'hui, une exception. Alors je crois que on a une conception assez stricte de ce qu'est le théâtre, peut-être un peu moins rigide chez nous qu'en France, mais on croit savoir qui peut se trouver sur une scène et qui non. Et je dois dire que c'était un sommet de ma carrière, si je puis m'exprimer ainsi, d'avoir pu, le mois dernier, jouer dans la grande salle de la Burgtheater, une maison tout à fait traditionnelle, une maison dans laquelle on joue Nestroy et Raimund et des auteurs de ce genre. Alors, je crois que pour le monde du théâtre, il y a là un sujet de réflexion, mais malheureusement, il y a trop peu d'acteurs handicapés à qui on donne une chance. Je vous propose maintenant justement de regarder. Les handicapés ne sont pas assez rentables pour la société. C'est ce que vient de se faire dire Robert Anger à son retour à Paris. Je pense que beaucoup de choses montrées par ce documentaire sont tout à fait vraies. Sur le plan de l'architecture, sur le plan technique, sur le plan de l'aide ambulatoire, eh bien je crois que les choses chez nous fonctionnent mieux qu'en France. Mais l'honnêteté commande de dire que la tendance actuelle, c'est que les personnes handicapées qui sont encore plus ou moins indépendantes sont mieux intégrées. Quant à ceux qui ont besoin de plus d'aide, ils sont davantage isolés. C'est une tendance de plus en plus marquée. Oui, comment dire? Je crois que notre société vise toujours la performance et favorise ceux qui peuvent être productifs. Ceux qui ne le sont pas, ils sont marginalisés. Nous nous rendons bien compte qu'aujourd'hui, ceux qui sont capables de produire, entre guillemets, voient leur situation s'améliorer par rapport au passé, mais pour les autres, ce n'est pas le cas. J'aimerais dire aussi que dans ce documentaire, on a bien vu qu'il y a des points de vue très divers parmi les personnes handicapées. Je crois en effet qu'il y a une différence énorme entre une personne qui se retrouve dans un fauteuil roulant suite à un accident et une personne qui est handicapée de naissance. C'est également votre opinion, Emmanuel Laborie? Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a une différence entre les gens qui ont un handicap congénital. En fait, c'est une habitude, c'est un mode de vie, c'est quelque chose c'est comme ça qu'une personne qui devient handicapée. Par exemple, moi je suis née sourde, je n'ai jamais entendu, je ne sais pas ce que c'est que d'entendre. J'ai toujours imaginé ce que c'était que le monde du bruit, que les différentes perceptions sonores, que pouvait être la voix. J'ai toujours imaginé ce monde-là.
Mais c'est vrai que moi je ressens aussi les vibrations. Par exemple, la musique, je la perçois grâce à mon corps. Je la ressens différemment. Je ne perçois pas la musique comme vous, mais différemment. J'ai ma manière à moi de recevoir les choses. J'ai toujours vécu comme ça. Il ne me manque rien. Les gens qui deviennent sourds, oui, parce que c'est des gens qui ont vécu et qui deviennent autrement. Et bon, j'ai trouvé ça formidable, parce que c'est des gens justement qui se battent et qui dépassent en fait le problème du handicap, qui s'acceptent eux-mêmes. Je crois que c'est important d'abord de s'accepter soi-même. Pour vivre mieux et pour être mieux intégré dans la société, c'est vrai. C'est vrai aussi, dans le reportage, là, j'en marquais, on parle par exemple de handicap physique ou tout autre handicap d'ailleurs. La société, effectivement, n'est pas du tout adaptée. Par exemple, les fauteuils roulants ont du mal à se déplacer dans la rue. C'est vrai que le sourd n'a pas du tout le même problème. Nous, c'est un problème qu'on a de communication. Je crois que c'est plus grave parce que c'est vrai que vous êtes, je crois, les handicapés physiques, peut-être dépendants d'une personne. C'est vrai que nous, non, on peut prendre le métro, mais on a du mal à communiquer avec une autre personne. Il y a toujours un décalage. Ça, effectivement, c'est très gênant. C'est vrai que c'est bien d'accepter aussi la différence. Parce que souvent, les gens essayent de changer l'autre en disant il faut qu'on soit bien pareil, qu'on ait les mêmes idées, qu'on se ressemble. Moi, je préférerais qu'on accepte la différence de l'autre, mais qu'on vive, qu'on apprenne à vivre ensemble. C'est plus dur à faire, c'est vrai, mais ça serait peut-être l'idéal pour qu'on arrive enfin à être ensemble. Il y a un autre problème, un problème qui se pose particulièrement pour les sourds ou pour les porteurs d'autres handicaps qui ne sont pas directement visibles. Moi, lorsque je suis dans la rue, lorsque je suis au bord d'un trottoir ou près d'un escalier, eh bien chacun peut voir que j'ai besoin d'aide. Mais le sourd, eh bien ce n'est pas le cas, on ne voit pas immédiatement qu'il pourrait avoir besoin d'aide. Effectivement, c'est vrai que c'est le seul handicap, entre guillemets, qui ne se voit pas, qui est invisible. Et c'est vrai qu'on a toujours essayé justement d'interdire la langue des signes aux sourds, de leur apprendre à parler pour que justement ce handicap se voit encore moins. Je crois que la situation en Allemagne est pareille. C'était d'effacer le handicap et donc la culture et la langue de l'autre. Et moi, je suis pas contre du tout la langue orale, pas du tout. C'est important qu'un enfant sourd apprenne sa langue. C'est important surtout qu'il ait les deux langues, qu'il soit bilingue, qu'il soit plus à l'aise dans son corps et plus intégré aussi. Ça, c'est important. Et justement, c'est ça que j'essaie de faire évoluer. Et ce que disait justement Peter, je crois que c'est important, effectivement, par rapport à la dépendance. C'est vrai que nous, par exemple, moi, quand je dois prendre un rendez-vous chez un médecin, comment est-ce que je fais pour lui téléphoner? Ou faire téléphoner au SAMU. Si j'ai le feu chez moi, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas me débrouiller seule, je suis obligée de courir, d'aller chercher ma mère, mes parents, ou Jean, mon mari, ou un voisin. Je peux pas me débrouiller seule. La société nous rend dépendants, en fait. Moi, je ne veux pas être dépendante. Je veux être responsable, je veux être autonome. La société nous parle d'intégration, mais en fait, rien n'est fait pour qu'on soit intégré. Bon, c'est vrai que moi, ça me fait un petit peu rigoler, ça. Parce que c'est un peu du blabla, quoi. Je me sens membre d'une minorité et j'ai le sentiment que mes droits ne sont pas les mêmes que ceux des entendants. C'est pour ça que je me bats, pour accéder à des droits aussi communs que celui de conduire ou de téléphoner. Une revendication bien comprise aux États-Unis, à Washington notamment, où la plus grande université pour sourds du monde accueille chaque année 3000 étudiants. Parmi les anciens élèves, une certaine Emmanuelle Laborie. Alors justement, Laborie, vous avez été très marqué par cette chance que vous ont donnée vos parents, c'est-à-dire très tôt de vous permettre d'aller aux États-Unis, de vous montrer qu'il était possible d'étudier, de rencontrer, de communiquer avec d'autres sourds. Oui, c'est vrai que moi j'ai été aux États-Unis, mais je n'ai pas été étudiante à l'université. Moi j'ai été à l'âge de 7 ans, au moment où justement j'ai découvert la langue des signes. Mes parents m'ont dit on va aller à Washington justement, donc on est parti en groupe et j'ai effectivement découvert pendant un mois la vie du campus universitaire. Ça c'est vrai. Pour moi c'était effectivement, bon les sourds étaient complètement indépendants, faisaient des études comme tout le monde, pouvaient devenir avocat, psychiatre, chercheur.
En France, pas du tout, pas du tout. On ne donne pas du tout la possibilité aux enfants sourds de se battre et de s'intégrer et d'étudier. Il faut imaginer ce que c'est qu'un étudiant sourd perdu dans un amphi à l'université. C'est pas possible, on ne peut pas suivre sur les lèvres, on peut pas. Donc en fait, le sourd est obligé de demander de l'aide aux entendants. On ne donne pas complètement la possibilité. C'est vrai qu'à l'université Gallaudet à Washington, bon, c'est complètement différent. C'est simple, par exemple. En France, il y a 50 interprètes. À New York, il y en a 3000. Bon, on voit le décalage énorme, vraiment le fossé qu'il y a, quoi. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est une langue qui est complètement acceptée. C'est la 3e langue parlée. C'est l'American Sign Language, l'ASL. C'est bon, un policier qui arrête une personne dans la rue s'exprime en langue des signes. Si la personne dit « je suis sourd », le policier ne dit « pas de problème, donne-moi tes papiers d'identité ». C'est simple. En France, un policier rencontrant un sourd, c'est comment je vais lui dire ça, comment je vais faire, comment on va communiquer, comment... Voilà, c'est tout. C'est incroyable, parce qu'on est quand même 3,5 millions de sourds en France. Il faut savoir ce que... Bon, toutes autorités confondues, bien sûr. Bon, c'est vrai que je crois que les choses évoluent. Moi, je ne veux pas être négatif du tout, au contraire. Les choses bougent, mais le combat n'est pas terminé. Peter Radke, vous aussi, vous avez réussi, vous vous êtes épanoui, parce que vous avez été aussi entouré, dès le départ, par des parents qui vous ont énormément porté, qui vous ont poussé. C'est un peu la même chose qu'Emmanuel Laborie. Oui, il est certain que si je n'avais pas eu un environnement familial positif, si je n'avais pas obtenu dans ma famille tout le soutien que j'ai obtenu, je ne serais pas arrivé aussi loin. Mais j'aimerais beaucoup mentionner un autre aspect, un aspect qui a beaucoup à voir avec la culture. Je ne sais plus qui avait dit un jour, je crois que c'était Ronald Reagan, ou alors... Non, Kennedy, oui. Kennedy disait qu'il ne faut pas sans cesse se demander ce que l'État peut faire pour nous, ce que la société peut faire pour nous, nous devons nous demander aussi ce que nous pouvons faire pour la société. Alors, je crois que nous devons cesser de nous considérer toujours comme ceux qui veulent obtenir quelque chose, ceux qui demandent. Nous devons au contraire nous interroger sur la contribution que nous pourrions nous-mêmes apporter à la société pour montrer que nous sommes quelqu'un et quelqu'un avec qui il faut compter. Sans cesse demander et quémander, c'est la manifestation d'un complexe d'infériorité. Prenons conscience de notre force. Vous pensez que... oui, Emmanuel Laborie, vous pensez la même chose? Ah oui, complètement. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport... Effectivement, si mes parents m'ont poussé à me battre, pas forcément ce qui a été formidable de la part de mes parents, c'est de m'avoir acceptée en tant que sourde. C'est vrai que c'était tard, parce que j'avais 7 ans, parce qu'avant, les médecins avaient dit à mes parents, faut pas lui apprendre la langue des signes, c'est une langue inférieure, bon, il vaut mieux lui apprendre à parler. Bon, et mes parents se sont aperçus effectivement que c'était un échec, je communiquais pas du tout avec mon père, je ne communiquais qu'avec ma mère, et bon, mon père à un moment s'est dit, ça va pas. C'est la langue des signes. Bon, moi je remercie mes parents parce qu'ils m'ont accepté en tant que sourde et j'ai pu être, moi, beaucoup mieux dans ma peau. Et après ça, automatiquement, j'ai pu intégrer la langue française et m'épanouir, c'est vrai. Ce qui est important, c'est l'amour que les parents donnent à leurs enfants. Respecter l'enfant tel qu'il est, avec sa spécificité. Ça, c'est extrêmement important, ça permet de tout dépasser, de dépasser tous les problèmes. Même pour n'importe quelle différence, pas... Même pour un enfant entendant, mais qui a un caractère différent, ou on rêve toujours de l'enfant idéal, c'est vrai, de l'enfant rêvé, il sera médecin comme papa, ou il sera... Il faut essayer de respecter l'enfant tel qu'il est, selon ses motivations, ses passions, et l'encourager dans ces voies-là. Je crois que le problème, quand on a reçu tant d'amour, c'est plutôt de savoir comment s'en détacher, car souvent on en est un peu prisonnier. C'est vrai qu'il faut apprendre aussi, effectivement, à vivre dans la société seule, et à aussi peut-être avoir rencontré des difficultés. Moi, c'est vrai que j'ai eu une adolescence difficile. Je me suis complètement, justement, séparée de mes parents parce que c'est vrai qu'ils m'apportaient un amour énorme, mais j'avais envie de me séparer d'eux aussi. C'était des gens ouverts et j'avais besoin de me prendre un peu, de rencontrer des difficultés, de trouver un cheminement, de trouver mes limites aussi. C'est vrai. Ça dépend de chaque personne, c'est vrai. Vielen Dank, Peter Radke. Nous allons achever ainsi l'émission. Merci, Emmanuel Laborie. Je crois que maintenant, je vous propose de jeter un dernier regard sur le problème de l'handicap, un regard sur des sociétés qui ont sans doute moins de chances que les nôtres, c'est-à-dire l'Afrique, où la moitié des handicapés en Afrique